Yes, sir, mon homme. Là, tabarniche, y'a pas personne à soir qui se couche de bonne heure parce que c'est Bleu Cinéma qui joue. C'est à soir, ça se passe. Hey non, tabarnak, c'est une joke, Chris. C'est une joke en vrai. T'as rendu ça, Bleu Cinéma, sœur. T'as rendu Bleu Workout, man. Ça va être ça. Vous êtes mieux de vous habituer. Parce que là, c'est fini là, de parler de sujets intéressants puis de petites affaires. Ben philosophiques là. Mais non, là, on arrête de s'instruire. Maintenant, on devient des douches. Non, c'est pas vrai. C'est une farce, tabarnouche. Là, hey, on fait des farces, mais là, c'est rien que des jokes. Ah boy, comment on s'organise. C'est là ça? Non, si je m'approche, on voit plus rien. Et bateau! Ok. Je pense qu'on a quelque chose, là. Je pense qu'on pogne de quoi, là. Ok. Bon. Ça fait le tour des mouches. Bon. Cher fidèle, mais non, c'est une joke. Pas à messe. On est mercredi. Ok, fait que, premièrement, je veux juste en profiter pour vous demander de vous abonner à Bleu Cinéma. Parlez-en, partagez la bonne nouvelle. Si vous aimez un brin ce que je fais, ou que vous voulez me supporter, ben c'est la seule manière parce que c'est la seule manière. À moins que tu m'envoies de l'argent puis tu me payes un salaire puis tu décides de, je sais pas, de devenir mon mécène. Autrement, là, la seule manière de m'aider, c'est de faire le cave. C'est de t'abonner à YouTube, à tous les réseaux sociaux. Parlez-en aussi, parlez-en à tout le monde, à vos chums, à vos blondes, à vos bébés naissants. Faut rentrer ça dans la tête de bonheur que Bleu Cinéma, c'est hot en tabarnouche. Le flow, là, il sort, là, il vient juste de sortir, il vient juste de l'air, ça fait une seconde, paf, tu pars un épisode, man, direct dans sa face. C'est le même qu'on éduque un peuple, puis c'est comme ça. Dès la naissance. Ben important. Ok, c'est bon, j'ai mes affaires. Puis c'est ça. Je t'essaie de bien faire ça, je travaille fort là-dessus, là. C'est mon affaire, Sophie, aujourd'hui, là. Écoute, on a 8 pages de notes en simple internet, mon vieux. Au-dessus de 4000 mots de notes. Ça devrait pas être trop long, je pense. Anyway, c'est intéressant. J'essaie de faire de quoi de bon. Je commence à maîtriser mon projet. Il va faire 2 ans là, bientôt que ça roule le cinéma. Il faut que ça continue de rouler. Fait que j'ai besoin de votre support à vous autres. Hey, toi, il commence pas là, à téléphone à soir. J'ai presque 100 abonnés en plus sur YouTube. Fait que tu sais, ça serait le fun. Ça serait comme un bon checkpoint, un bon milestone, comme on dit en français. Fait que suivez-moi sur YouTube, sur Instagram, mon Instagram personnel, Bleu Carré ou ben Bleu Cinéma. Ou suivez-moi ben aussi sur iTunes, Spotify. Sinon, fucking Twitter. Si tu veux, je parle sur Twitter à tous les jours. Je dis plein d'affaires. Personne me lit. Mais regarde, je parle pareil. Parce que je suis pas capable de m'arrêter de parler. Fait que, anyway. Vive Bleu Cinéma. Partagez. Parlez-en. Vive Bleu Cinéma. Donc, bienvenue. Épisode 21. On parle de Roland Barthes et de la Chambre claire. On passera pas par 4 chemins, on y va direct. Sortez papiers et crayons. On prend des notes sur la photographie. No pun intended. C'est qui Roland Barthes? Roland Barthes, c'est un écrivain, un essayiste, un sémiologue
c'est un Français de France. Merci beaucoup, bonne fin de journée. Mais non, c'est pas vrai. En gros, c'est ça. Il a écrit sur beaucoup d'affaires, une multitude de sujets, mais aujourd'hui, on va s'attarder à, comme j'ai dit, La Chambre claire de Roland Barthes. Excuse, ça, c'est de Roland Barthes, mais La Chambre claire, note sur la photographie. Parlant de Roland Barthes, si vous avez jamais lu Roland Barthes, vous pouvez commencer avec La Chambre claire, c'est pas trop compliqué à lire, mais les mythologies de Roland, mais les mythologies, là, ça s'appelle de même. C'est pas il est où, là, live, là. Les mythologies. Ça, mythologie. C'est bien simple à lire, c'est plein de petites affaires, que ça commence là, ce finit-là. C'est plein de sujets, puis il déboulonne des mythes de la société. En tout cas, lis-le, tu vas comprendre. C'est bien intéressant, puis c'est facile à lire. Puis Roland Barthes, si tu veux, tu sais, pour s'adapter à sa plume, c'est très bon. Mais aussi, comme je disais, c'est que c'est un bon auteur à lire pour apprendre à bien lire en français. Pour, tu sais, comme... moi, on m'a donné ça comme conseil de lire Barthes au début pour... mais, tu sais, c'est pas trop décourageant, ça se comprend quand même relativement bien. C'est pas trop compliqué à comprendre, puis il écrit très bien, Barthes. Puis c'est ça qui est le fun, il écrit vraiment bien. Fait que c'est bon pour augmenter ses capacités de lecture en français, puis c'est vraiment un bon début pour les néophytes retard là, qui se découragent à lire des livres trop compliqués, parce que c'est sûr que ça sert à rien là, d'aller lire... tu vas pas lire Derrida après avoir fini Chevalier d'Émeraude, c'est pas des bonnes idées. Mais Roland Barthes, tu peux lire après Chevalier d'Émeraude ou Amos d'Aragon, ça se lit bien. Fait qu'en tout cas, si jamais tu veux lire du Roland Barthes, tu peux lire Mythologie, ça se lit super bien. Bon, La Chambre claire, on revient, petite parenthèse. La Chambre claire, c'est quoi? C'est un texte écrit par notre Roland qui vivait à l'époque une passe pas bien facile parce que sa mère était morte, puis lui, il a pas eu d'enfant, il était très proche de sa mère. Sa mère, il l'aimait bien gros. Puis quand il est mort, quand elle est morte, il a trouvé des photos de sa mère, puis il y a quelque chose qui venait le chercher dans certaines photos, fait que il a commencé à écrire là-dessus. Puis Roland, il se questionne sur la photographie, mais il va pas se questionner sur la photographie en tant que signifiant ou en tant que médium artistique. Il va pas s'attarder à qu'est-ce que la photo veut dire, c'est quoi comment que la photo est formellement composée. C'est pas ça que Roland il s'occupe. Lui, ce que Roland il va s'occuper par rapport à la photo, c'est du référent. Il va penser au référent photographique, c'est-à-dire à la chose qui est photographiée. C'est ça. Il va songer à la photographie puis à ce qu'elle représente, ce qui est sur la photo, ce qui est dans la photo, puis qu'est-ce que ça, comment que l'humain réagit à voir une photographie de quelque chose, de quelqu'un, des kikis, des cocos. C'est ça qu'il va chercher à savoir. Comme je disais, il va pas essayer de comprendre le médium photographique en cherchant des significations ou des affaires-là. C'est pas ça qu'il va faire. Il va essayer de comprendre un peu dans une veine phénoménologique, c'est quoi le lien entre une photographie puis ce qu'elle représente, son référent. Là, ça commence à tourner en rond, ce que je dis. Mais quand je dis dans une veine phénoménologique, la phénoménologie, c'est ce qui étudie comment que l'humain réagit à certains... C'est quoi les phénomènes que ça crée, mettons... Comment que le cinéma... Comment que l'humain, il pas d'intellectualisme, mais comment qu'il rend intelligible, comment il compute, j'ai pas le mot en français, mais comment il compute la photographie. Christian Metz le fait avec le cinéma, en essayant de comprendre comment on regardait un film, qu'est-ce qui se passe quand on regarde un film, comment qu'on réagit.
le corps, l'humain, il réagit pas, il sent pas, il regarde pas la même affaire. Tu sais, il intellectualise, mais pas intellectualise, mais il compute pas la même. Quand tu regardes un film, tu computes pas de la même manière que quand tu regardes une photo, ou tu regardes une peinture, ou que tu regardes un aimant. Tu sais, c'est pas la même chose. C'est différents phénomènes qui se passent, puis c'est ça que Roland il essaie de trouver, c'est comment on réagit quand on regarde une photo, qu'est-ce qui se passe. C'est ça. Puis bon, c'est ça. Juste pour résumer sa démarche, il explique ici à la page 19 de mon édition. Il explique en fait les livres qui traitaient de la photographie puis qu'il avait lus. Il explique un peu où il se situe par rapport aux livres qui s'écrivaient à l'époque sur la photographie. Puis lui, il n'est pas d'accord avec ce qui est écrit. En fait, pas qu'il n'est pas d'accord, mais il y a quelque chose qui manquait. Puis c'est là c'est pour ça que d'ailleurs il a écrit le livre, parce qu'il trouvait qu'il manquait. Il y avait une branche de la photographie qui n'était pas étudiée. Puis bon, il dit les livres, les uns sont trop techniques. Ils veulent voir le signifiant photographique. Blablabla. Les autres sont historiques ou sociologiques. Je constatais avec agacement qu'aucun ne me parlait justement des photos qui m'intéressent, celles qui me donnent plaisir et émotion. Qu'avais-je à faire des règles de composition du paysage photographique ou à l'autre bout de la photographie comme rite familial? Chaque fois que je lisais quelque chose sur la photographie, je pensais à telle photo aimée, et cela me mettait en colère, car moi je ne voyais que le référent, l'objet désiré, le corps chéri. Donc lui, si tu regardes, c'est ce qu'il y a dans la photo, c'est pas la photo, c'est dans la photo. Qu'est-ce qu'il y a dans la photo? Puis, c'est très personnel la manière qu'il a écrit ce livre-là. C'est pas. Ouais, c'est ça, c'est écrit ce livre-là. C'est vraiment un cheminement. C'est lui qui parle. Puis sa pensée évolue, puis tu la suis en petites brides. C'est pas très compliqué. Puis, il cite Nietzsche en voulant expliquer sa démarche. Il va dire. En fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va tenter de faire de l'antique souveraineté du moi un principe heuristique. Heuristique, c'est l'art de faire des découvertes. C'est l'art d'inventer. Heuristique, ça vient de euriskein, du verbe euriskein en grec, qui veut dire trouver. Donc, puis ça s'écrit, là je le dis avec, enfin je le dis, ça s'écrit avec un H, heuristique, H-E-U-R-I-S-T-I-Q-U-E. Mais tu peux l'écrire aussi avec un E. Puis ça aide à comprendre le sens du mot parce que le mot eureka vient de ça, qui veut dire j'ai trouvé. Fait que quand il dit qu'il va faire de l'antique souveraineté du moi un principe heuristique, c'est qu'il veut dire qu'il va se baser sur sa perception de la photographie, vraiment comme. Qu'est-ce qu'ils vendent à ce point-là? Anyway. Il va faire de l'antique souveraineté du moi un principe heuristique pour, dans le fond, découvrir des choses. Il va un peu de soi, mais dans le fond, c'est-à-dire qu'il va pas se baser sur des preuves ou sur des c'est pas thèse avec des arguments, c'est pas bien. Dans le fond, c'est pas structuré comme un essai. C'est un peu ça qu'il essaie de dire. C'était l'introduction à savoir c'est quoi la chambre claire. C'est Roland Barthes qui écrit sur la photographie, qui s'attarde aux référents photographiques, qui s'attarde pas aux règles de la photo, à la physique de la photo, ni au fond de la photo. Il va s'attarder à la chose photographie. D'une manière très personnelle. Ah, il pleut. C'est ça, ok. Il pleut. Donc, on rentre dans le vif du sujet. Pour commencer, Barthes va porter son attention sur le référent photographique. Il va donner 3 termes pour démêler. C'est quoi les paramètres dans l'action de prendre une photo ou de la photographie du coup. Donc, il va donner 3 termes, 3 pratiques, 3 émotions, des intentions, même des positions. Donc, en premier, il y a l'opérateur. En deuxième, il y a le spectateur. Puis en troisième, il y a le spectrum.
L'opérateur, c'est le photographe. Le spectateur, c'est nous autres qui regardent une photo. Puis le spectrum, c'est nous qui se fait photographier ou quelqu'un qui se fait photographier ou quelque chose qui se fait photographier. Le spectrum. Roland va prendre le point de vue du spectateur pour son ouvrage. Puis il essaie de s'interroger sur des photos qui provoquent en lui, comme il dit, de menus jubilation. Quand on dit, c'est personnel, il y a des photos pour lui qui provoquent des jubilations à l'intérieur de lui, puis c'est ceux-là qui vont parler. C'est très subjectif. Puis, exactement comme je dis, c'est très subjectif, puis il se rend compte que ces menus jubilation sont très subjectifs, puis que même si, mettons, il dit qu'il aime il aime Mapplethorpe, le photographe Mapplethorpe, mais il aime pas tout ce que Mapplethorpe fait. Puis il y a plein d'autres photographies, par exemple, des photos de science ou des photos de magazines ou de reportages qui l'intéressent absolument pas. Fait que c'est beaucoup comme. Là, c'est ça qu'il va dire. C'est beaucoup de j'aime pas. Puis, je vais quoter quelques passages. Juste pour expliquer comment il voit. Comment il explique le fait que c'est très subjectif, dans le fond. Donc, je voyais bien qu'il s'agissait là des mouvements d'une subjectivité facile qui tourne court dès qu'on l'a dite. J'aime, je n'aime pas. Qui de nous n'a sa table intérieure de goût, de dégoût, d'indifférence? Mais précisément, j'ai toujours eu envie d'argumenter mes humeurs, non pour les justifier, encore moins pour emplir de mon individualité la scène du texte, mais au contraire pour l'offrir, la tendre, cette individualité, à une science du sujet, dont peu m'importe le nom, pourvu qu'elle parvienne, ce qui n'est pas encore joué, à une généralité qui ne me réduise ni ne m'écrase. Il fallait donc y aller voir. Je décidai alors de prendre pour guide de ma nouvelle analyse l'attrait que j'éprouvais pour certaines photos. Car de cet attrait, au moins, j'étais sûr. Comment l'appeler? Comment l'appeler? Question mark. Il se questionne d'abord pourquoi. Il y a des photos qui le réagissent. Là, il parle d'un tilt. Mais aussi, il me semblait que le mot le plus juste pour désigner provisoirement l'attrait que certaines photos exercent sur moi, c'était celui d'aventure. Telle photo m'advient, tel autre non. Dans ce désert morose, telle photo, tout d'un coup, m'arrive. Elle m'anime et je l'anime. C'est donc ainsi que je dois la nommer, l'attrait qui la fait exister. Une animation. La photo elle-même n'étant rien animée, je ne crois pas aux photos vivantes, mais elle m'anime. C'est ce que fait toute aventure. Comme spectateur, je ne m'intéressais à la photographie que par sentiment. Je voulais l'approfondir et non comme une question, un thème, mais comme une blessure. Je vois, je sens, donc je remarque, je regarde et je pense. Ça explique un peu bien sa démarche qu'il va faire. Puis, Roland, il va continuer en disant que certaines photographies choquantes le marquent, lui adviennent, puis que d'autres moins, malgré le fait qu'elles représentent tous un gros contraste entre les éléments. Mettons, puis là, il va prendre en exemple une photographie où c'est une photo de reportage des sœurs, des bonnes sœurs qui traversent la rue dans une insurrection politique, quelque chose. Puis il y a des soldats qui marchent, puis en arrière, il y a des bonnes sœurs qui traversent. Puis il explique que cette photographie-là, ben, le marque, ça vient, il y a quelque chose qui vient le chercher en dedans. Mais il y en a une autre, par exemple, qui représente le même événement, qui le marque pas. Puis on comprend pas. Ça représente le même événement, mais il y a pas c'est pas la même photo, mais ça représente la même chose, mais là, ça le marque pas. Fait que c'est très subjectif, puis il essaie de comprendre pourquoi. Qu'est-ce que c'est ça, ces affaires-là? Pour s'aider à comprendre la photographie, de différencier ce qui le marque, ce qui ne marque pas, ce qui lui advient, ce qui lui advient pas. C'est plate pour manquer d'eau. Ah bon, eau frère. Fait que Roland, il va diviser deux catégories. Il va inventer deux éléments qu'on retrouve dans une photographie. Puis il va parler de studium puis de punctum. C'est deux mots latins. C'est probablement les deux inventions les plus connues de la chambre claire. C'est donc bien important de comprendre ces deux concepts-là. Brièvement, le studium, c'est le contenu objectif d'une photographie, puis le punctum, c'est ce qui fait en sorte qu'une photographie vient te heurter, vient te marquer. Direct dans le sec, ça vient te marquer, c'est ça. Le punctum, c'est ça.
Puis là, pour eux autres, que c'est la première fois qu'ils entendent parler de ça, ces deux concepts-là, c'est quand même abstrait dans un sens. C'est pas genre voici le studium, voici le punctum, puis on peut. Ben, le studium est plus facile à trouver. En tout cas, je vais vous en parler, mais tu sais, c'est pas des règles précises, ça se calcule pas. C'est des mots, des catégories qui servent à expliquer l'expérience, comme il dit, l'aventure, de regarder une photographie puis de comprendre ce qu'elle fait sur nous autres. Fait que c'est juste des outils un peu où c'est pour nommer un concept, fait que c'est quand même abstrait, tu sais. La première fois qu'on m'avait expliqué ça, je me souviens à l'école, le style, la fille, écoute, c'était n'importe quoi, là, elle nommait des exemples, puis c'est comme, ok, mais un punctum, fait que dans le fond, ça, c'est-tu un punctum, oui ou non? Mais là, vous allez comprendre qu'un punctum, c'est pas une question que tu poses qu'il n'y a pas de bonne réponse. C'est ça que je veux dire, t'sais. Fait que, je vais penser, on parle du studium en premier. Ben c'est ça, en fait, j'avais une longue citation. Mais ça explique bien qu'est-ce qu'il veut dire. Puis tu vas voir, c'est bien, c'est facile à comprendre, Bart. Donc, il dit, le premier, le studium, visiblement est une étendue. Il a l'extension d'un champ que je perçois assez familièrement en fonction de mon savoir, de ma culture. Ce champ peut être plus ou moins stylisé, plus ou moins réussi, selon l'art ou la chance du photographe, mais il renvoie toujours à une information classique. L'insurrection, le Nicaragua et tous les signes de l'une ou l'autre. Là, il fait référence à la photographie des bonnes sœurs. Donc l'insurrection, le Nicaragua, la photo avait été prise au Nicaragua. Et tous les signes de l'une et de l'autre, des combattants pauvres en civil, des rues en ruine, des morts, des douleurs, le soleil, les lourds yeux indiens. Ça, c'est ça le studium. Des milliers de photos sont faites de ce champ, et pour ces photos, je puis certes éprouver une sorte d'intérêt général, parfois ému, mais dont l'émotion passe par le relais raisonnable d'une culture morale et politique. Ce que j'éprouve pour ces photos relève d'un affect moyen, presque d'un dressage. Je ne voyais pas en français de mot qui exprimât simplement cette sorte d'intérêt humain. Mais en latin, ce mot, je crois, existe. C'est le studium, qui ne veut pas dire, du moins tout de suite, l'étude, mais l'application à une chose, le goût pour quelqu'un, une sorte d'investissement général, empressé, certes, mais sans acuité particulière. Sans acuité particulière, c'est important. C'est pas le studium que je m'intéresse à beaucoup. C'est pas le studium. C'est pas par le studium que je m'intéresse à beaucoup de photographies. Soit que je les reçoive comme des témoignages politiques, soit que je les goûte comme de bons tableaux historiques. Car c'est culturellement, cette connotation est présente dans le studium, que je participe aux figures, aux mines, aux gestes, aux décors, aux actions. Fait que le studium, c'est ce qui compose la photo de manière passive, de manière un peu objective. C'est le contenu contextuel, culturel, social, politique, whatever. C'est l'information qui se passe dans une photo. Si je mets ici en photo, hey, on voit-tu ma tête le cache ou quoi? Ah non, il est là-bas, c'est ça. Excusez, hey, bogué ben raide. Si je prends en photo un cube Rubik sur une table noire, ben le studium, ben c'est un cube Rubik posé sur une table noire dans une chambre avec un éclairage bleu, avec les armoiries du Québec en arrière. C'est ça le studium. C'est un cube Rubik sur une table noire dans une chambre bleue, blabla, avec lui qui fait un podcast, blabla. C'est ça qui se passe. Pour citer Roland, un peu plus loin dans le texte, il va dire: le studium, c'est le champ très vaste du désir nonchalant, de l'intérêt divers, du goût inconséquent. C'est ça le studium. Je pense qu'on comprend. Le studium, c'est le contexte, c'est la description, c'est l'information classique, comme il dit. Dans le punctum, master. On va citer Barthes encore. Le second élément vient casser ou scander le studium. Cette fois, ce n'est pas qui. Oh, manque un mot. Ce n'est pas moi qui vais le chercher, comme j'investis de ma conscience souveraine le champ du studium. C'est lui qui part de la scène, comme une flèche qui vient me percer. Un mot existe en latin pour désigner cette blessure, cette piqûre, cette marque faite par un instrument pointu. Ce mot m'irait d'autant mieux qu'il renvoie aussi à l'idée de ponctuation et que les photos dont je parle sont en effet comme ponctuées, parfois même mouchetées, de ces points sensibles. Précisément, ces marques, ces blessures sont des points. Ce second élément qui vient déranger le studium, je l'appellerai donc punctum.
Car punctum, c'est aussi piqûre, petit trou, petite tache, petite coupure. Et aussi coup de dé. Le punctum d'une photo, c'est ce hasard qui en elle me pointe, mais aussi me meurtrit, me poigne. C'est ça le punctum. Fait que le punctum, comme il dit, c'est ce qui vient te heurter, qui vient te piquer, te pointer. C'est ce qui vient te chercher, c'est ce qui vient te marquer. Le punctum, c'est bien personnel, puis c'est dur des fois à nailed, pour prendre un mot en anglais. C'est dur des fois à aller saisir. Pour reprendre mon cube Rubik, si dans ma photographie du cube, par exemple, qui est là sur la table noire, dans l'environnement, dans une chambre bleue, avec les armoiries du Québec, ben si cette photo-là, quelqu'un, mettons, on prend une photo, ben si cette photo-là, mettons, je sais pas moi en arrière, la bibliothèque ou la hache ou l'impact ou les armoiries, il y a quelque chose qui vient en arrière, il y a quelque chose dans la photo qui vient te piquer, t'es comme, voyons, pourquoi cette photo-là vient me chercher, tu sais. Mais c'est ça un punctum, puis ça peut être n'importe quoi dans une photo. Puis c'est dur à pogner, c'est pas... c'est en apprenant à regarder une photo, c'est le même qu'on l'apprend, à trouver nos punctums un peu. Fait que la grosse différence entre ces deux thèmes, entre le studium et le punctum, comme dit Roland, c'est que le studium, c'est toi qui vas le chercher, c'est toi qui vas chercher l'information. Puis le punctum, c'est lui qui vient vers toi. Il peut être dur à pogner, mais au final, tu sais qu'il y a quelque chose qui vient te faire de quoi. Puis comme Roland il dit l'impuissance à nommer est un bon symptôme de trouble d'un punctum, dans le fond. Comme j'ai dit, on m'avait expliqué à l'époque qu'un exemple de punctum, mettons, c'était le monolithe dans 2001 au-dessus de l'espace. Ceux-là qui n'ont pas vu 2001, ben ferme ça puis va l'écouter right away. Puis tu reviendras après. Mais non, mais en tout cas, tu regarderas ce film-là, c'est un grand film. Et puis, ceux-là qui l'ont vu, mais ils vont comprendre l'imbroglio dans lequel on m'a piégé. Parce qu'on m'a donné comme exemple que le monolithe était un punctum. Ce qui est en soi pas faux dans un sens, que le monolithe, il vient ponctuer très sévèrement le film. Il le poigne, il meurtrit. Mais c'est un peu simplet de résumer de même parce que c'est pas vrai. Je veux dire, oui, c'est un objet marquant dans le film, mais après, c'est un punctum. C'est pas la prof qui t'apprend que c'est un punctum. Tu comprends? Je veux dire, c'est toi qui va le savoir, tu sais. C'est ça, en comprenant le punctum de cette manière-là, on peut se mêler à essayer de trouver un punctum dans chaque photographie, comme si chaque élément un peu incongru dans une photographie serait un punctum. Mais c'est pas le cas. Un punctum, tu le cherches pas. Tu le cherches pas s'il est pas venu te faire mal. Tu le sais. Un punctum, il arrive quand tu te poses le premier coup d'œil sur une photographie. C'est mal comprendre, Roland, que de penser que le punctum est un élément objectif qui peut presque se calculer, comme je disais tantôt. Les punctums, ça se trouve à force d'apprendre à regarder des photos, puis à force de se connaître aussi. Parce que, comme la chambre claire a été écrite de manière très personnelle, ben, les punctums, c'est ça. Il a trouvé, en expliquant par le punctum, qu'est-ce qu'il faisait, qu'est-ce qui venait le marquer de manière très, très personnelle. Puis, ouais, c'est ça. Je voulais juste donner des exemples, tu sais, mettons, parce que je vais mettre les photos dans le truc, mais j'ai pris juste des exemples de photos que, pour moi, mettons, ils viennent me marquer. Puis, Roland, il dit d'ailleurs dans la chambre claire, il va dire, donner des exemples de punctum, c'est d'une certaine façon se livrer. Puis, je vais juste, tu sais, il y a une photo, là, mettons, cette photo-là, c'est un pick-up avec deux skidoo dans la boîte devant un chemin de neige. Puis, moi, je regarde cette photo-là. Puis, tu sais, le studium, je viens de le dire, c'est le pick-up avec les deux skidoo dans le chemin de neige. C'est la nuit, il y a des lumières vraiment fortes. J'ai l'impression que c'est ça qui vient me pogner, tu sais, peut-être, je sais pas. Tu sais, c'est...
j'ai l'impression vraiment que les phares qui allument c'est quelque chose. C'est un point de vue qu'on voit pas souvent. Il y a de quoi qui vient me chercher là-dedans. On voit super bien les arbres sont vraiment bien. Il y a des gros il y a un contraste, mais de front. L'éclairage vient de front. Il y a quelque chose dans cette photo-là qui vient me chercher. Puis il y a un punctum. Je pense que c'est l'éclairage, mettons. T'sais. Il y a cette photo-là et tout de chummy Marc Massé à cette île. Photo sur Instagram de son chien. Il y a de quoi dans cette photo-là? Je pense que, tu sais, là, je le regarde, je pense que c'est la noirceur dans la moitié du visage de son chien. Tu sais, il y a de quoi que je vois dans cette photo-là qui dans la manière où le chien regarde vers l'extérieur du cadre. La photo est très terne, c'est très monotone. Ça me fait penser à Stalker de Tarkovsky. Tu vois, ça me fait penser à ça. Fait que, il y a de quoi là-dedans. T'sais. Puis la troisième photo que j'avais prise, c'est cette photo-là. C'est une photo qui vient de Tumblr, aucun rapport. Mais il y a ça, écoute, ça n'a pas de bon sens comment que. Je me sens pulvérisé quand je regarde cette photo-là. Puis c'est bien personnel, là, tu sais. Je veux dire, peut-être que quelqu'un pourrait regarder cette photo-là, il est comme, waouh, c'est beau. Il y a de quoi là-dedans, les enfants qui se balancent, l'énorme pylône en arrière, le ciel rosé un peu. En méga contre-jour. C'est incroyable, cette photo-là me fait voyager, tu sais. Comme je dis, tu sais, c'est ça. Parler des exemples de punctum, c'est une façon de se livrer. On parle, c'est nos goûts personnels. En tout cas, faites le test. Roland explique une nuance aussi. Il rappelle la photo des bonnes sœurs qui marchent en arrière des soldats. Il y avait un contraste, c'était les soldats puis les bonnes sœurs. C'est ça qui venait le marquer, il expliquait. Puis il compare une photo d'un certain Bruce Gilden qui aurait photographié les bonnes sœurs à côté de des travestis. Le contraste entre les deux éléments, les bonnes sœurs et les travestis, est pratiquement le même dans un sens. C'est sûr que... Bon, c'est pas la même chose, mais on comprend que le contraste c'est ces deux univers qui clashent, là, tu sais. Mais la deuxième photo, il dit... à cause de la mise en scène, à cause qu'il était forcé, qui cherche le contraste qui cherche à choquer, le résultat, c'est qu'il n'y a aucun punctum. Conclusion, c'est que le punctum forcé n'existe pas. C'est très difficile pour un photographe de créer un punctum, étant donné que c'est très personnel, puis c'est inattendu. Le punctum, c'est le hasard, comme il disait. Puis Roland va donner un exemple d'une photo d'une négresse endimanchée, comme il disait. Il faudrait peut-être le cancel. Il faudrait cancel Roland Barthes, tabarnouche. Il a dit négresse. Christy, c'est un malade, cet homme-là. Fermez ça à la chambre claire. Fermez les portes. Mettez le cadenas là-dedans. T'as de la merde. Un livre raciste, fasciste. Mais non, en tout cas. Il parlait d'une photo d'une femme noire endimanchée. Puis il comprenait pas pourquoi la photo venait le piquer. Puis après mûre méditation, puis après plusieurs fois qu'il l'a regardé, il s'est rendu compte que c'était le collier que la femme portait, qui lui rappelait le même collier qu'une sœur à son père portait. Puis que cette femme-là, depuis son mari l'avait laissé ou qu'il était mort, elle s'était jamais remariée. Puis Roland avait toujours ressenti une tristesse en pensant à cette femme-là. Puis il a compris que le punctum peut s'accommoder d'une certaine latence. Une certaine latence, c'est quelque chose qui est latent dans ta tête, mais qui dort un peu. C'est bien freudien, là, dans un sens. Faire une psychanalyse, ça cherche les rêves. Le contenu de ton rêve, c'est le contenu latent qui se passe dans ton inconscient, puis là, qui se réveille. Puis les punctums peuvent s'accommoder d'une certaine latence, au sens que ça peut éveiller un vieux souvenir. Comme, mettons, la photo des enfants qui se balancent m'évoque exactement ce sentiment-là. J'ai l'impression, c'est comme je dis, c'est-tu le ciel rosé qui me rappelle les sublimes ciels sous lesquels j'ai grandi sur la Côte-Nord, le pylône en arrière. Le pylône en arrière pour lesquels j'entretiens une affection
assez étrange depuis mon enfance. Un des premiers mots que j'ai dit dans ma vie, c'est le mot pylône. Puis quand j'étais sur la rue, je voyais les pylônes, je disais. Puis tu sais, je sais pas. Les pylônes à cette île, il y en a plein. Ils ceinturent la ville complètement. Tu sais, c'est tout ça. Peut-être c'est aussi l'innocence de l'enfance, la jeunesse révolue. Moi, étant quelqu'un de très nostalgique, ça ferait du sens, tu sais. Et la latence est là. Et ce que je vois dans cette photo-là, c'est ce que je garde, ce qui est un peu refoulé, ce que je garde latent dans moi, puis il sort quand je regarde la photo. C'est là le punctumier. T'sais. Puis comme on voit, un punctum, c'est se livrer. Je me livre. C'est ça. C'est ça pour le studium puis le punctum. C'est juste amusant à savoir. C'est une sorte d'outil d'analyse. Ça aide à apprécier la photographie d'un point de vue personnel. Ça démêle ce que la photographie nous fait subir. C'est comme... je sais pas, c'est un mot qu'on pense, des fois, tu parles, puis il y a un punctum là-dedans. Ça aide à comprendre. Moi, quand j'ai compris le punctum, j'ai su comme... Chris, il y a un terme pour expliquer ce que je ressens pour des photos, des fois. C'est le fun, tu sais. Fait que le studium, c'est l'information, le contexte. Le punctum, c'est la piqûre, la brisure, la blessure, la fissure. Asti. C'est ça. Ah, dernière chose sur le punctum, parce que Roland, il parlait du cinéma. Puis il dit c'est dur de ressentir un punctum au cinéma parce que les images défilent trop vite. Puis qu'on n'a pas le temps en fait de s'attarder. Mais il dit par contre que le cinéma a quelque chose que la photographie n'a pas, puis c'est le hors-champ. Dans une photographie, les personnages, ils semblent pas continuer de vivre en dehors du champ. Comme au cinéma où les personnages sortent puis ils continuent à se parler. Puis c'est ce que Bazin il parlait d'ailleurs. Mais le punctum, lui, peut venir créer un hors-champ. C'est là que même dans la photographie, il peut avoir un hors-champ à cause du punctum. Parce que ce qui pousse à s'interroger sur le détail par rapport au contexte, au studium de la photographie. Le punctum, il pousse à te questionner là-dessus. Fait que tu viens à demander puis à créer un monde en dehors de la photo. À savoir... C'est qui ces petites filles-là, sa photo? Qu'est-ce qu'ils font là? C'est qui sont? C'est quoi que le chien à Marc Massé il regardait en dehors de la mort? Je sais que la photo a été prise à Côte-Nord, mais où particulièrement? Je sais pas. Le pick-up, qu'est-ce qu'il faisait sur le chemin de neige? On dirait il a arrêté, il a pas l'air de bouger, il n'y a pas de neige en arrière, ça poive pas en arrière, il est arrêté. Pourquoi il est arrêté? As-tu vu un animal? As-tu vu, c'est ça le hors-champ que le punctum peut créer. Une photo sans punctum viendrait pas me chercher si loin, puis il me pousserait pas à me poser plein de questions, à savoir c'était quoi cette photo-là. Je vais la regarder, puis quand je vais avoir fini de comprendre, je vais en avoir assez. T'sais. Puis il donne l'exemple de la photo pornographique puis de la photo érotique. Une photo pornographique, c'est plaqué, c'est dans ta face, c'est des pénis, des vagins, des seins, de la dèche. Du fist fucking. Non, mais c'est ça de la porn, tu sais. C'est... Alors que la photo érotique, ben, c'est bleu nuit, tu sais. C'est dans la nuance. Tu vois pas tout. Tu vois les... Tu sais, puis il explique, il dit, tu sais, comme, il dit, mettons, il y a des photos de Mapplethorpe qui vont montrer, ça va être très direct, très vulgaire. Mais il y a des photos de Mapplethorpe qui sont érotiques, puis là, lui, Roland, va plus s'intéresser à ça, parce que là, ben, il va s'intéresser au tissu, mettons, il va avoir il va avoir de la subtilité. Il n'y en a pas dans la porn, mais il y en a dans l'érotisme. Puis, parlant de pornographie versus érotique, Roland va parler de photographie unaire. C'est quand une photo, en fait, n'a qu'un studium, puis il n'y a pas de punctum dans la photo. C'est une photo banale. Ça s'appelle une photographie unaire, en fait, c'est comme ça qu'il l'appelle. Fait que ça fait le tour des termes particuliers pour Barthes. On a parlé de studium, on a parlé de punctum, puis on vient juste de parler très brillamment de photographie unaire. C'est pas très compliqué à comprendre. Puis c'est ça, c'est les termes qu'il donne pour expliquer ce que la photographie fait sur lui. Mais sa mission s'arrête pas là. Parce qu'il reste à trouver l'essence, la nature, l'eidos de la photographie. Fait qu'il en arrive maintenant dans la deuxième partie du livre. En fait, il va se demander qu'est-ce
ontologiquement la photographie? Un peu la même question que Bazin s'était posée dans son article L'ontologie de l'image photographique. L'ontologie, c'est trouver l'essence, c'est qu'est-ce que la photographie est en soi. C'est ça, ontologie. Donc, c'est quoi la photographie? La photographie, Roland Barthes l'explique. Il va dire, il explique l'essence de la photographie, il va parler de noème. Mais l'essence de la photographie, c'est ça a été. C'est la photographie. Si je prends en photo le cube Rubik, s'il y a une photo du cube Rubik, ça veut dire que le cube Rubik a été là. C'est l'essence de la photographie, c'est ça a été. Parce que si le cube n'avait jamais été là, il n'y aurait jamais eu cette photo-là. Il fallait que le cube, nécessairement, s'il y a une photo du cube sur la table, c'est qu'il y a eu un cube sur la table. Roland parle de noème. Noème, c'est un terme qui vient de la phénoménologie un peu. C'est un terme qui vient de noès, qui vient du grec noéma, qui veut dire intelligence, puis du verbe noen, qui veut dire penser. C'est des termes, comme je dis, qui viennent de la phénoménologie. Puis noès, en gros, c'est l'acte de penser. Puis noème, c'est l'objet pensé. Autrement dit, dans ta conscience, il y a des opérations qui se passent. Mettons, pense au cube Rubik. Mais c'est l'opération, la noise. En fait, juste penser au cube Rubik, pas le cube. Penser au cube Rubik, c'est la noise, c'est l'opération. Puis, le cube Rubik auquel tu penses, c'est le noème. C'est l'objet auquel tu penses. Fait que Roland dit que dans la photographie, il y a l'opération photographique qui serait comme la noise, dans ce sens. Prendre en photo un objet. Puis, prendre en photo un objet, ben, ça donne le noème. En fait, le noème de prendre en photo, c'est à quoi ça renvoie. Quand que je pense au cube Rubik, je renvoie à quelque chose, je renvoie à un objet mental, à un concept, à une image mentale. C'est ça le noème. C'est mon cube Rubik. Le cube Rubik, dans ma tête, là, pas physique. Je le vois dans ma tête, mais là, la photographie, elle renvoie à quelque chose. Puis, le noème, c'est ça a été. Trouver les noèmes, c'est trouver des définitions. Fait que quand que je pense à mon cube Rubik dans ma tête, ben je pense à un cube Rubik général. Que je te dise de penser à un cube Rubik, on va penser à la même affaire. Même s'il n'est pas pareil dans notre tête, on pense à la même chose. Toutes les photos, donc, renvoient à la même chose. C'est ça a été. C'est ça à quoi qu'ils renvoient tous ensemble. Fait que c'est ça ce que je dis, bon. Fait que noétiser quelque chose, c'est rendre quelque chose noétique. Dans le fond, c'est trouver son essence, sa définition. Donc, trouver l'essence de la photographie, c'est ça a été. Fait que quand je dis de penser à un cube Rubik, tu penses à un cube Rubik dans ta tête, au concept de cube Rubik. Mais au final, il y en a plein des cubes Rubik. Il peut être fait de même, il peut être fait de même. C'est tous des cubes Rubik qui sont tous différents, mais le noème, la définition du cube Rubik, ben, fait en sorte qu'on peut tous se comprendre. Puis, la définition en photographie du noème de la photographie, c'est ça a été. Ça fait qu'on peut tous comprendre collectivement de quoi qu'on parle. C'est ça ce que je dis. Bon, donc, dans la photographie, ce qui définit la photographie, son noème, c'est le fait que l'objet auquel la photo renvoie a été là. Pour certains. Pour sûr. Ce que j'intentionnalise, c'est ça ce qu'il dit, c'est ce Roland qui parle. Ce que j'intentionnalise, ce que tu regardes dans le fond, dans une photo, c'est pas l'art, ce n'est ni l'art, ni la communication, c'est la référence qui est l'ordre fondateur de la photographie. On revient, c'est le référent, c'est ce qui est fondateur dans la photographie, c'est ça a été, c'est que la référence, l'objet auquel on se réfère a été là, c'est sûr. Dans le fond, ce que Roland essaie de dire, c'est que sans objet qui a été là, qui a été présent ou qui n'a pas été présent, il n'y aurait pas eu cette photo-là. Si le chien de Marc Massé n'avait pas été dans l'eau à ce moment précis-là, il n'y aurait pas eu cette photo-là. Contrairement à la peinture, par exemple, où le chien aurait pu être facilement imaginé puis il aurait pu être facilement imaginé puis peint
sans aucun problème. On n'a pas besoin d'un référent direct quand on peinture. C'est l'objet photographié, le spectrum, dans le fond, doit être là pour qu'une photo existe. Et s'il n'est pas là, il va exister une autre photo, mais la photo que si le cube Rubik avait été sur la table, si je l'enlève et je prends une autre photo, ben le cube il est plus là. Je peux bien dire qu'il était là, mais la photo, elle me le dit pas. Tu sais, ça... Pour que la photo dise qu'il y a un cube Rubik là, ben, il faut qu'il soit là. Christy. C'est ça. C'est ça l'essence de la photographie. Alors, tu peux bien dire, ben oui, mais c'est évident, Chris, on s'en fout. Mais on s'en fout. On s'en fout pas, c'est incroyable, là, c'est direct, là. Tu sais, puis en fait, même Roland, il en parle. Il dit, tu sais, quand il regardait la photo de sa mère, il s'était réveillé de cette indifférence-là. C'était comme, ben oui, mais c'est évident, tu sais. En regardant la photo de sa mère, il voyait une vérité. Tu sais, il retrouvait enfin sa mère. Même si c'était une vieille photo de sa mère quand il était jeune, tu sais, il voyait, il était comme, ça c'était ma mère, c'était telle qu'elle avait été, telle qu'elle était. Puis en réalisant ça, il pouvait juste comprendre, mais ma mère existait, je l'ai trouvée, elle est là, dans ma face, ma mère, je l'ai là. Parce qu'elle était là, puis elle est encore là, je l'avoue. Tu sais, la photo m'a transmis la trace de la réalité. C'est ça. Évidemment qu'il sait que sa mère a existé, mais c'est le propre de la photographie qu'elle ne peut pas exister si la chose qu'elle représente a jamais existé. Puis elle a existé, puis là, il sait, il y a la preuve, c'est une trace indélébile de son existence. Je pense qu'on a compris, l'essence de la photographie, c'est « ça a été ». Puis, ça, c'est le passage du livre qui m'a le plus marqué. Il expliquait, il conteste l'invention de la photographie aux peintres. Il dit que c'est en fait les chimistes, parce que c'est le processus chimique d'impression de la lumière qui a permis de photographier. Puis c'est là le passage qui m'a marqué plus. Il dit « La photo est littéralement une émanation du référent. D'un corps réel qui était là, sont partis... » Ok, excuse-moi. Oh, okay. La photo est littéralement une émanation du référent. D'un corps réel qui était là, sont parties des radiations qui viennent me toucher, moi qui suis ici. Peu importe la durée de la transmission, la photo de l'être disparu vient me toucher comme les rayons différés d'une étoile. Une sorte de lien ombilical relie le corps de la chose photographiée à mon regard. La lumière, quoique impalpable, est bien ici. Un milieu charnel, une peau que je partage avec celui ou celle qui a été photographiée. C'est fou, c'est incroyable de penser que si je regarde une photographie, mettons, de mon arrière-grand-père, ben je regarde littéralement son impression lumineuse. Je regarde, c'est fou. Je le regarde, ce que je regarde là, c'est l'impression de mon grand-père, c'est son ombre, c'est lui qui est venu faire pac, puis je le regarde. Il est là. Tu sais, il y a quelque chose qui appartient que je suis capable de voir à travers le temps. C'est incroyable. C'est comme les étoiles dans le ciel. Comme il dit, quand tu regardes des étoiles qui sont à 400 années-lumière, tu vois la lumière qui est il y a 400 années, tu vois les lumières dans le passé. Mais c'est ça, la photographie. C'est incroyable. Tu rencontres ton ancêtre, tabarnak. C'est fou, raide. Roland continue avec un autre exemple en disant que la photographie, aussi vieille soit-elle, ne dit pas forcément ce qui n'est plus, mais bien comme je l'ai dit, ce qui a été. Roland raconte qu'une fois, un photographe lui avait donné une photo de lui, mais il ne savait plus où que la photo avait été prise, puis même quand. Mais il savait qu'il y avait devant lui une photo de lui, puis que de quelque part, qu'il ne se souvenait pas, mais il savait qu'il avait été là. Puis la photographie ayant pour Noëm le « ça a été », mais il pouvait pas dire le contraire. Il avait été là, comme ça, puis mais il s'en souvenait plus. Tu sais, c'est spécial. Il se souvenait plus qu'il avait été là, mais la photo attestait le fait qu'il a été là. C'est ça, le ça a été. Mais la photographie compris comme ça, c'est fascinant à cause du facteur de temps qui appelle en effet un punctum dans le fond. Que si tu regardes une vieille photo de mon ancêtre, je me dis qu'il est dans la photo, qu'il va mourir.
Même s'il est déjà mort, tu le regardes en différé, tu regardes, il va mourir. Même s'il est mort, il y a vraiment longtemps. Fait que regarder une photographie, c'est souvent craindre une catastrophe qui a déjà eu lieu. Puis, même si la personne n'est pas morte encore, figée dans le temps comme elle l'est dans la photographie, elle va finir par mourir, puis on pourra en dire la même chose. T'sais. Roland, il parle d'une photo de deux jeunes filles. Je peux penser à mon exemple des deux jeunes filles dans les balançoires, des petites filles dans les balançoires. Tu sais, mais là, lui, en tout cas, il a regardé une vieille photo, puis il dit, wow, elles ont toute la vie devant elles. Mais, en même temps, sont mortes aujourd'hui. Sont donc déjà mortes hier. Mais, malgré tout, tu regardes la photo, puis tu regardes deux petites filles qui ont l'avenir devant eux autres. Fait que tout ce que je dis là, ou que Roland dit là, c'est ça qui est si particulier à la photographie, puis c'est ça qu'il a trouvé, c'est ça qu'il a compris dans son introspection. C'est que. Mais c'est ça, en plus, c'est que c'est carrément impossible de dire la même chose de la peinture. Même si tu parles des peintures hyper réalistes qui essayent de représenter la noblesse le mieux possible, ça reste une peinture. Puis on sait tous que, mettons, les rois étaient très embellis par les peintres, parce que souvent ils étaient tous condescendants, ils étaient tous consanguins. Puis ils les embellissaient parce que c'était pas beau, là, ces hommes-là. Et aucun art peut se targuer de reproduire aussi fidèlement la réalité. C'est ça. C'est incroyable. Bazin parlait un peu de la même chose dans son article, mais Roland parle un peu de cinéma dans le livre, mais il se limite rapidement en disant que ça fait partie d'une autre phénoménologie. On pourrait en dire autant, puis c'est vrai que le cinéma, à cause du facteur de mouvement, rend la tâche beaucoup plus complexe, comme il l'a dit tantôt, les images défilent vite, fait que c'est pas la même phénoménologie, c'est pas une image fixe, c'est une image en mouvement. Mais un gars comme Christian Metz a écrit beaucoup, qui a écrit sur la phénoménologie du cinéma, notamment dans le signifiant imaginaire, puis dans ça ici, dans Essai sur la signification du cinéma. Au début, en fait, la première section s'intitule, je sais comment, je me souviens plus. Ouais, c'est ça, approche phénoménologique du film. Fait que si jamais ça vous tente, je pourrais passer à travers un jour, peut-être, ce serait intéressant. Mais pour aujourd'hui, puis bon, je dois dire en conclusion que tout ce qu'on vient de parler là, ça complexifie en jeu de prêtre quand on pense à la photographie puis au cinéma digital qui peut pratiquement faire ce qu'il veut de l'image photographiée. Les effets spéciaux changent la game, ils sont un méchant temps quand on pense au ça a été. Le Noëm prend le bord quand tu regardes un film comme Le Dernier Roi Lion, qui est, by the way, 9 sur 10. Ta gueule. Non, c'est vrai. Mais qui est un film construit, il n'y a aucun photogramme là-dedans, mais qui est construit dans le plus grand réalisme. Mais jamais rien de tout ça a été. Puis à ce sujet, d'ailleurs, le célèbre article de Lev Manovitch, que je parle souvent, mais qui est très marquant, Christy, c'est un bon article, qui soutient la thèse que le cinéma digital est plus proche de la peinture que de la photographie. À cause des effets spéciaux qui sont dessinés, qui sont construits à la main, qui sont peinturés. Tu sais. Dans des logiciels, ils sont peinturés sur un canevas, ils sont peinturés dans des logiciels. Si jamais tu veux en savoir plus là-dessus, tu peux checker justement mon épisode, je sais plus quel numéro, dans lequel je parle du Roi Lion, de Manovitch, puis de Bazin, André Bazin. Je parle de lui depuis tantôt, là, mais c'est qui est un tabarnouche, un auteur français aussi, qui a, en tout cas, Bazin, man, fucking shit, lis Bazin. C'est un gros gars, ça. C'est ce que d'ailleurs, en tout cas, c'est ça que Bazin il a écrit un article qui s'appelle L'ontologie de l'image photographique, puis c'est pas mal un peu dans les mêmes affaires, dans les mêmes eaux que Barthes va parler, tu sais. Mais là, je vais pas parler d'une partie de la fin du livre de Barthes où il analyse beaucoup la photo de sa mère, puis il tombe dans plein d'exemples. Tu sais, comme le principal du livre, c'est spectateur, opérateur, spectrum,
Punctum Studium, photographie unaire, puis ça a été. Il parle un peu aussi que la photographie, c'est comme une micro-expérience de la mort. Il en parle plus au début. Je pense que c'est pas ça le gros core du texte. Tant que ça, là. Mais, en tout cas. Puis, comme je dis, c'est ça, ça change un peu avec les effets spéciaux. Là, en tout cas, je finis plus de finir, mais il va parler de la photographie, mais j'ai vraiment l'impression que les punctums puis les studiums peuvent exister aussi en peinture, mettons, ou même en musique, des fois, ou n'importe quel un dessin. Il y a des punctums, je pense, dans beaucoup plus de choses qu'on le pense. Le concept de punctum en art fait du sens, pas juste pour la photographie, je pense. Puis c'est là aussi que ça devient intéressant d'avoir ce terme-là en banque. Parce que c'est ça, je veux dire, au cinéma, je trouve qu'il y a des punctums, moi j'ai l'impression, tu sais. Il y a des scènes, c'est pas toutes les scènes qui ont beaucoup de mouvements, des fois il y a des effets sonores, des fois ça peut être un punctum aussi, tu sais, dans ma tête, ça vient me heurter, tu sais. En tout cas, c'est ça, je pense qu'on pourrait élargir la notion de punctum à pratiquement tous les arts, je pense. Bon, ça c'est mon point de vue. Puis, bon, je vais juste finir avec une proposition de film en lien avec ce qu'on vient d'écouter là. Avec ce que vous venez d'écouter là. Je propose le film Blow Up de Michelangelo Antonioni. Je conseille toute la filmographie d'Antonioni. By the way, mais qui est sans aucun doute un des plus grands cinéastes de l'histoire. Clairement top 3, top 2, top 1 italien. Ever. Mais toujours est-il que le film raconte l'histoire d'un photographe qui prend en photo dans un parc. Par accident, il prend en photo un cadavre. Puis, il finit par entreprendre une espèce d'enquête bizarre pour essayer de trouver, à savoir c'était qui le cadavre. Fait que là, un soir, il retourne sur les lieux, puis le cadavre est plus là. Puis, il trouve plus le cadavre, puis il comprend pas, il sait plus où. Fait que là, c'est à savoir, est-ce que le cadavre était vrai? Il s'ensuit tout un questionnement sur la photographie, parce que, en fait, le personnage principal, c'est un photographe. Il fait de la photographie de mode. Fait que un questionnement sur la photographie qui est justement supposé être fondé sur le principe du ça a été, mais là, il prend en photo quelque chose qui a été là nécessairement. Il retourne, il n'est plus là. Bon, fait que là, on comprend le petit. Le lien avec la chambre claire de Bart. Aïe, aïe, mon doigt. Okay. Puis Bart va parler de Blow Up à un moment donné, justement, quand il parle de la photo, qu'il se souvenait plus où ça avait été pris. Il mentionne Blow Up, mais il y a un autre passage qui me rappelle encore plus Blow Up. Je vais terminer là-dessus. Il dit, dans la photographie, la présence de la chose à un certain moment passé n'est jamais métaphorique. Donc, n'est jamais substitutive. L'objet a été là, puis pas un autre. Et pour ce qui est des êtres animés, sa vie non plus, sauf à photographier des cadavres, et encore, si la photographie devient alors horrible, c'est parce qu'elle certifie, si l'on peut dire, que le cadavre était vivant, en tant que cadavre. C'est l'image vivante d'une chose morte. Ça clôt mon exposé. J'espère que c'était intéressant. Fait que... c'est ça, la chambre claire de Roland Barthes. Fait que... allez lire, je sais pas, Yes Sir Miller.